La petite main sale trembla en attrapant le dernier morceau de pain moisi caché sous les planches branlantes du plancher. Le garçon de 5 ans mâcha lentement, savourant chaque miette comme s'il s'agissait d'un festin. Cela faisait 3 jours qu'il ne mangeait rien d'autre que l'eau de pluie qui gouttait à travers le toit fissuré. Ses grands yeux effrayés fixaient la porte verrouillée, attendant d'entendre ce son qui le terrifiait chaque nuit, le bruit d'une voiture s'approchant par le chemin de terre. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis que ses parents étaient partis et n'étaient jamais revenus. Les semaines se confondaient avec les mois dans son esprit d'enfant. Tout ce dont il se souvenait, c'était de l'accident, des lumières clignotantes, des cris, puis le silence. Un silence lourd qui durait encore. La vieille maison craquait sous le vent, et chaque bruit semblait être un monstre prêt à envahir sa cachette. Ce matin de septembre, une famille arriva sur la propriété abandonnée. Laura était une femme de 40 ans, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, aux yeux doux qui inspiraient le calme. Son mari, Daniel, avait les épaules larges et les mains calleuses d'un homme habitué au travail dur. Leur fils, Pedro, sautillait joyeusement à côté de ses parents, impatient d'explorer la maison qui allait être rénovée. Laura observa la façade délabrée et soupira. La peinture écaillée laissait apparaître les vieux briques, les fenêtres étaient recouvertes de planches clouées grossièrement, et le jardin s'était transformé en une friche sauvage. Daniel portait les outils pendant que Pedro courait vers la véranda, avide de commencer l'aventure. À l'intérieur de la maison, le garçon entendit des voix. Son cœur s'emballa. Ce n'étaient pas ses parents. C'étaient des étrangers. Il se recroquevilla encore plus dans le placard encastré sous l'escalier, serrant contre lui l'ourson sale qui était son seul compagnon. Des larmes coulèrent sur son visage maigre, tandis qu'il mordait sa lèvre inférieure pour ne pas faire de bruit. Laura entra la première, suivie de Daniel et de Pedro. L'odeur de moisi était suffocante. Elle couvrit son nez de la main, tout en observant les meubles recouverts de draps poussiéreux et les toiles d'araignée suspendues dans les coins. Pedro se mit à explorer, courant d'une pièce à l'autre avec l'enthousiasme propre aux enfants. C'est alors que Daniel remarqua quelque chose d'étrange. Sur la table de la cuisine se trouvait une boîte de haricots vide, bien trop récente pour être là depuis des années. Il fronça les sourcils et fit signe discrètement à Laura. Elle s'approcha et vit elle aussi, des empreintes de petits doigts dans la poussière, un verre contenant des résidus d'eau près de l'évier. Pedro cria depuis le salon. Laura et Daniel coururent vers lui, le cœur battant. Le garçon pointait le sol, où de petites empreintes de pieds nus marquaient la poussière accumulée. Ce n'étaient pas de vieilles traces. Elles étaient fraîches, récentes, minuscules. Un frisson parcourut l'échine de Laura. Quelqu'un vivait dans cette maison. Quelqu'un de petit. Un enfant. Le son retentit soudain, tranchant le silence comme une lame. Un sanglot étouffé, faible, venant de tout près. Laura suivit le bruit prudemment, son instinct maternel hurlant que quelque chose n'allait pas. Daniel la suivit, plaçant Pedro derrière lui pour le protéger. Le sanglot venait de sous l'escalier. Laura s'agenouilla et ouvrit lentement la porte du petit placard encastré. Ce qu'elle vit lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Un petit garçon noir, maigre comme un bâton, était recroquevillé dans le coin sombre. Ses bras squelettiques serraient un ourson usé. Ses yeux écarquillés brillaient d'une terreur pure. Il tremblait de la tête aux pieds, et ses vêtements en lambeaux pendaient lâchement sur son corps décharné. Laura tendit la main lentement, essayant de le calmer. Le garçon recula davantage, pressant son dos contre le mur comme s'il voulait le traverser. Il secouait la tête frénétiquement, ses lèvres gerçaient tentant de former des mots qui ne sortaient pas. Daniel s'agenouilla à côté de son épouse, sa voix douce et maîtrisée malgré le choc qu'il ressentait. Pedro jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de son père, les yeux remplis de larmes en voyant le petit garçon terrifié. Ce fut Pedro qui rompit la tension. Il se baissa et poussa son propre goûter vers le garçon caché dans le placard. Un sandwich au fromage enveloppé dans du papier aluminium. Le geste simple d'un enfant envers un autre. L'enfant affamé regarda la nourriture, puis Pedro, puis à nouveau la nourriture. Lentement, très lentement, sa main tremblante atteignit le sandwich. Il le saisit et commença à le dévorer avec désespoir, avalant sans mâcher correctement. Laura sentit les larmes couler sur ses joues. Depuis combien de temps cet enfant était-il seul ici? Où étaient ses parents? Comment personne ne s'en était-il rendu compte? Si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce que cette famille était sur le point de découvrir allait changer leur vie à jamais. Il fallut 2 heures pour convaincre le garçon de sortir du placard. Laura resta assise par terre, parlant doucement, lui offrant de l'eau et plus de nourriture. Daniel appela les autorités pendant que Pedro restait à côté du garçon, lui montrant ses propres jouets comme pour gagner sa confiance. Quand il sortit enfin, l'enfant pouvait à peine tenir debout.
Ses jambes maigres tremblaient sous le poids de son propre corps. À l'hôpital, les médecins furent horrifiés. Dénutrition sévère, déshydratation, signe de traumatisme psychologique profond. Le garçon ne parlait pas, il observait simplement tout avec ses grands yeux pleins de peur. Les infirmières essayèrent de lui donner un bain, mais il cria et se débattit comme s'il était attaqué. Ce n'est que lorsque Laura entra et lui prit la main qu'il se calma. L'assistante sociale, une femme nommée Elena, aux cheveux gris et à l'expression fatiguée, interrogea Laura et Daniel dans le couloir. Comment avait-il trouvé l'enfant? Depuis combien de temps était-il seul? Quelqu'un d'autre savait-il qu'il existait? Les questions fusaient, de plus en plus troublantes les unes que les autres. C'est alors qu'ils découvrirent l'identité du garçon. Il s'appelait Théo. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture 6 mois plus tôt. Pendant 6 longs mois, cet enfant avait survécu seul dans cette maison, caché, terrorisé, attendant que ses parents tiennent leur promesse de revenir. Mais quelque chose ne collait pas. Elena feuilletait les documents en fronçant les sourcils. Selon les registres officiels, Théo aurait dû être sous la garde d'une tante paternelle. Une femme nommée Valentina Ortega, qui avait assumé la responsabilité légale de l'enfant après la mort de ses parents. Alors, pourquoi diable le garçon était-il abandonné dans cette maison? Laura sentit un nœud se former dans son estomac. Quelque chose clochait gravement. Une tante ayant la garde légale laisserait-elle simplement un enfant de 5 ans seul dans une maison abandonnée? Ce n'était pas de la négligence. C'était pire. Cette nuit-là, tandis que Théo dormait, sous sédatif à l'hôpital, Daniel mena sa propre enquête. Il découvrit que les parents de Théo étaient propriétaires d'une entreprise de technologie prospère. À leur mort, ils avaient laissé un héritage considérable au nom de leur fils. De l'argent qui ne pouvait être utilisé que par son tuteur légal, jusqu'à ce que Théo atteigne l'âge de 18 ans. Valentina Ortega avait accès à des millions. Et apparemment, elle ne voulait pas que quiconque sache que le garçon était vivant. La découverte eut l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Daniel montra les documents à Laura, et tous deux restèrent silencieux, tentant d'assimiler l'ampleur de la cruauté qu'il venait de mettre au jour. Cette femme avait caché son neveu, le laissant mourir lentement de faim, pour avoir le contrôle total de l'argent de l'héritage. Le 2e jour d'hospitalisation, Théo parla enfin. Sa voix était rauque, à peine un murmure. Il raconta qu'après l'accident, une femme aux cheveux sombres et aux yeux froids l'avait emmené dans la vieille maison. Elle lui avait dit que ses parents reviendraient le chercher, mais qu'il devait rester caché et silencieux. Très silencieux. S'il faisait du bruit, de mauvaises choses arriveraient. La femme revenait de temps en temps, toujours la nuit, apportant toujours peu de nourriture. Elle disait que s'il racontait à quelqu'un l'existence de la cachette, ses parents ne reviendraient jamais. Alors Théo obéissait, terrifié, attendant, dépérissant dans cet endroit oublié. Mais ensuite, les visites cessèrent. Des semaines passèrent sans que la femme ne réapparaisse. Théo pensa qu'il avait fait quelque chose de mal, que ses parents étaient en colère contre lui. Alors il continua d'attendre, seul, affamé, apeuré, mais toujours dans l'attente. Laura serra le garçon dans ses bras pendant qu'il pleurait. Pedro se tenait à côté d'eux, tenant la main de Théo avec force, comme s'il pouvait le protéger rien qu'avec ce geste. Elena fit immédiatement intervenir la police. Un mandat d'arrêt fut émis contre Valentina Ortega pour abandon de mineurs, détournement de biens et tentative d'homicide. Mais lorsque les agents se rendirent à l'adresse indiquée, la maison était vide. La femme avait disparu. Les jours suivants furent tendus. Théo refusait de rester loin de Laura. Il la suivait partout, agrippé à l'ourlet de son chemisier comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il lâchait prise. La nuit, il se réveillait en hurlant, pris de cauchemars dans lesquels la femme aux yeux froids revenait le chercher. Daniel et Laura prirent une décision. Tant que Valentina n'était pas capturée, ils s'occuperaient de Théo. Elena accepta de laisser le garçon sous la garde temporaire du couple, considérant qu'il avait créé un lien affectif fort avec eux. Ce fut la première nuit dans la maison de Laura et Daniel que cela arriva. Théo se réveilla au milieu de la nuit, en sueur. Il descendit les escaliers silencieusement et regarda par la fenêtre du salon. Son sang se glaça. De l'autre côté de la rue, partiellement cachée par l'ombre d'un arbre, se trouvait une voiture noire. Et à l'intérieur, observant la maison avec des yeux perçants et calculateurs, se trouvait Valentina Ortega. Elle avait retrouvé Théo. Et à la façon dont elle sourit en voyant que le garçon l'avait aperçu à travers la fenêtre, il était clair qu'elle n'allait pas abandonner aussi facilement l'argent qu'elle considérait comme le sien. Théo ne put pas crier. La terreur le paralysa complètement, ses pieds collés au sol froid du salon. Valentina continua d'observer depuis l'obscurité, son visage éclairé seulement par la faible lueur d'une cigarette. Puis, lentement, elle porta un doigt à ses lèvres en faisant signe de silence,
exactement comme elle le faisait lorsqu'elle venait le voir dans la maison abandonnée. Le message était clair, reste tranquille, ou de mauvaises choses vont arriver. La voiture partit quelques secondes plus tard, disparaissant dans la nuit. Théo monta en courant à l'étage et sauta dans le lit de Laura et Daniel, tremblant violemment. Entre ses sanglots, il raconta ce qu'il avait vu. Daniel appela immédiatement la police, mais lorsque les agents arrivèrent, il n'y avait plus personne dans la rue. Aucun véhicule noir, aucun signe de Valentina. Le détective Matos, un homme d'âge moyen avec une cicatrice sur le menton, prit personnellement l'affaire en main. Il installa des caméras autour de la maison et désigna des patrouilles régulières dans le quartier. Laura ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur la chaise près du lit où Théo et Pedro dormaient ensemble, surveillant la fenêtre comme une sentinelle. Dans les jours suivants, des événements étranges commencèrent à se produire. Une enveloppe fut laissée dans la boîte aux lettres, sans expéditeur. À l'intérieur, seulement une vieille photo de Théo avec ses parents et un message écrit de lettres irrégulières. Il appartient à la famille Ortega. Laura frissonna en touchant le papier. Daniel découvrit que Valentina avait des connexions dangereuses. Elle n'agissait pas seule. Les enquêtes révélèrent que la femme faisait partie d'un réseau plus vaste impliqué dans la falsification de documents et le blanchiment d'argent via des héritages volés. Théo n'était pas le premier enfant qu'elle avait tenté de faire disparaître. Mais il y eut un rebondissement inattendu. Pendant que Daniel enquêtait, il découvrit quelque chose de troublant dans les registres financiers. Les transferts suspects n'avaient pas commencé après la mort des parents de Théo. Ils avaient commencé 6 mois avant l'accident. Valentina volait déjà de l'argent à l'entreprise alors que les parents de Théo étaient encore en vie. L'accident de voiture n'était peut-être pas un accident. Daniel apporta sa découverte au détective Matos, qui pâlit en examinant les documents. Une nouvelle enquête fut ouverte, cette fois considérant la mort des parents de Théo comme des homicides prémédités. Des mécaniciens furent appelés pour examiner les débris du véhicule qui se trouvait encore dans le dépôt de la police. Pendant ce temps, Laura remarqua des changements chez Théo. Le garçon faisait moins de cauchemars et commençait à sourire de temps en temps. Pedro devint son meilleur ami, et les deux étaient inséparables. Mais Laura observa autre chose. Théo restait constamment en alerte, surveillant les fenêtres et les portes, comme s'il s'attendait à ce que Valentina apparaisse à tout moment. Une nuit, Laura trouva Théo dans la cuisine, cachant de la nourriture sous le lit. Son cœur se brisa en comprenant que le garçon craignait encore de se retrouver sans nourriture. Elle s'agenouilla à côté de lui et le serra dans ses bras, lui promettant qu'il ne manquerait plus jamais de nourriture, qu'il ne serait plus jamais seul. C'est au cours de cette conversation que Théo révéla quelque chose de crucial. Il se souvenait de phrases que Valentina prononçait au téléphone pendant ses visites nocturnes. Elle parlait de l'avocat et des papiers finaux. Théo ne comprenait pas le sens, mais répétait exactement les phrases qu'il avait mémorisées. Daniel enregistra tout et remit les informations au détective Matos. Ces renseignements étaient la clé pour démanteler toute l'opération. L'avocat mentionné était connu de la police, impliqué dans plusieurs affaires de fraude. Avec le témoignage de Théo, il pourrait obtenir des mandats de perquisition et de saisie. Mais Valentina avait un coup d'avance. Le lendemain matin, Pedro trouva un nouveau jouet dans le jardin. Une petite voiture rouge qu'il était certain de ne pas avoir vue la nuit précédente. Quand Daniel examina le jouet, il trouva un petit traceur caché à l'intérieur. Valentina savait où il se trouvait tout le temps. Elle jouait avec eux, savourant la peur qu'elle provoquait. Le détective Matos décida d'utiliser cela à leur avantage. Si Valentina suivait la famille, il pourrait la suivre en retour. Un plan fut élaboré en secret. Daniel et Laura seraient là-bas, continuant leur routine normale, tandis qu'une équipe de police les suivrait à distance. Théo serait conduit dans un lieu sûr avec Elena, loin de tout danger. Le garçon protesta, s'agrippant désespérément à Laura, mais elle lui promit qu'elle reviendrait le chercher dès que tout serait terminé. La nuit de l'opération, Laura sentit le poids de la responsabilité. Ils mettaient leur vie en danger pour protéger un enfant qu'ils connaissaient depuis seulement quelques semaines. Mais en regardant Daniel et en voyant la détermination dans ses yeux, elle sut que c'était la bonne chose à faire. Le détective Matos révisa le plan une dernière fois. Il se rendrait à la banque le lendemain pour accéder aux documents de l'héritage de Théo, ce qui attirerait certainement l'attention de Valentina. Des caméras cachées seraient installées, des policiers en civil seraient positionnés à des points stratégiques. C'était un piège. Et Valentina, aveuglée par la cupidité et l'arrogance, était sur le point d'y tomber. Laura regarda par la fenêtre cette nuit-là, voyant les lumières de la ville scintiller au loin. Quelque part dehors, une femme dangereuse préparait son prochain mouvement. Mais pour la première fois depuis qu'ils avaient trouvé Théo, Laura sentit l'espoir. La justice arrivait. Le matin arriva avec un ciel nuageux,
comme si la nature elle-même pressentait qu'un événement important allait se produire. Laura et Daniel entrèrent à la banque à 9 heures précises, suivis discrètement par 4 policiers en civil. Le directeur les conduisit dans une salle privée où les documents de l'héritage de Théo étaient conservés dans un coffre spécial. Valentina mordit à l'hameçon exactement comme prévu. À 9h20, elle entra dans la banque portant des lunettes de soleil et un foulard couvrant une partie de son visage. Mais les caméras de sécurité capturèrent chacun de ses mouvements. Le détective Matos observait tout depuis une camionnette garée de l'autre côté de la rue, communiquant avec son équipe par écouteur. Dans la salle privée, Laura feignit de réviser des documents tandis que son cœur battait de manière désordonnée. Daniel gardait une expression calme, mais ses poings étaient serrés sous la table. Il savait que Valentina était là, quelque part dans le bâtiment, observant et attendant sa chance. Ce que personne n'attendait, c'était que Valentina ne soit pas seule. Le détective Matos vit sur le moniteur un homme en costume gris entrer dans la banque juste derrière elle. Il reconnut immédiatement son visage. Roberto Fonseca, l'avocat corrompu impliqué dans le réseau de blanchiment d'argent. L'opération était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Valentina s'approcha du guichet et présenta de faux documents, affirmant être la tutrice légale de Théo et exigeant l'accès au compte de l'héritage. L'employée, préalablement instruite par la police, tapa des codes sur l'ordinateur tout en gagnant du temps. Valentina tambourinait sur le comptoir, impatiente, ses yeux balayant constamment la pièce. C'est alors qu'elle aperçut Laura à travers la vitre de la salle privée. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde avant de se plisser de pure fureur. Elle avait été trompée. La colère déforma ses traits alors qu'elle faisait demi-tour, prête à fuir. Mais l'avocat Roberto commit une erreur fatale. Désespéré de ne pas être arrêté, il sortit une arme de sa ceinture et la pointa sur l'employée la plus proche. Toute la banque entra en panique. Les gens criaient et se jetaient au sol. Laura et Daniel restèrent paralysés dans la salle, écoutant le chaos à l'extérieur. Le détective Matos et son équipe firent irruption dans la banque en quelques secondes. Armes pointées, cris de police au sol. Roberto tourna son arme vers les officiers, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, un policier l'abattit d'un tir précis à l'épaule. L'arme glissa sur le sol en marbre, tandis que Roberto tombait en hurlant de douleur. Valentina tenta de courir vers la sortie arrière, mais 2 officiers lui bloquèrent le passage. Elle était coincée. Pour la première fois depuis le début, la peur apparut sur son visage. La même peur qu'elle avait implantée dans le cœur d'un garçon de 5 ans pendant des mois. Le détective Matos s'approcha d'elle avec les menottes déjà ouvertes. Valentina lui cracha au visage, l'insultant, promettant que ses avocats la feraient sortir en quelques heures. Mais Matos se contenta de sourire froidement en lui passant les menottes au poignet. Puis vint le deuxième rebondissement inattendu. En fouillant le sac de Valentina, ils trouvèrent autre chose que de faux documents et de l'argent. Il y avait une clé USB contenant des fichiers qu'elle prévoyait d'utiliser comme assurance en cas de capture. Mais le contenu de ces fichiers changea tout. C'étaient des enregistrements de conversations. Des conversations entre Valentina et un mécanicien, discutant de la manière de saboter les freins de la voiture des parents de Théo. Des conversations avec Roberto sur comment falsifier l'acte de décès de l'enfant pour déclarer qu'il était mort avec ses parents. Des conversations avec d'autres complices impliqués dans le réseau, révélant au moins 6 autres cas similaires d'enfants disparus et d'héritages volés. Le détective Matos eut la nausée en écoutant les enregistrements. Valentina n'était pas seulement une criminelle ordinaire. C'était un monstre qui détruisait des familles entières pour de l'argent. Et le plus choquant, elle avait tout enregistré pour faire chanter ses complices si quelque chose tournait mal. Sa propre paranoïa devint la preuve qui la condamnerait à jamais. Laura sortit de la salle privée en tremblant. Daniel la serra dans ses bras, tandis que les policiers escortaient Valentina et Roberto menottés hors de la banque. Valentina passa devant eux, et pour la première fois, regarda Laura droit dans les yeux. Il n'y avait aucun remords, seulement une haine froide et pure. Laura serra fermement la main de Daniel et prononça quelque chose qui la surprit elle-même. Regardant Valentina dans les yeux, elle déclara d'une voix ferme. Tu as essayé d'effacer son existence, mais tout ce que tu as fait, c'est nous ramener un fils que nous aimerons pour toujours. Ces mots frappèrent Valentina comme une gifle. Elle comprit à cet instant qu'elle avait tout perdu. L'argent, la liberté, et pire encore, le garçon qu'elle avait essayé de détruire aurait désormais la famille aimante qu'elle ne pourrait jamais offrir. Les portes de la voiture de police se refermèrent, emmenant Valentina loin. Le détective Matos informa Laura et Daniel qu'avec les preuves contenues sur la clé USB, Valentina et tout son réseau criminel feraient face à des décennies de prison. La justice serait enfin rendue, non seulement pour Théo, mais pour toutes les victimes de ce horrible réseau. 3 mois plus tard, Théo était assis dans le jardin de la maison de Laura et Daniel,
riant pendant que Pedro le poursuivait avec un tuyau d'arrosage. Le soleil brillait fort cet après-midi de décembre, et le garçon qui n'était autrefois que peau et os avait désormais des joues roses et une énergie débordante. Ses rires résonnaient dans tout le jardin, un son que Laura ne se lassait jamais d'entendre. Le processus d'adoption était presque terminé. Elena avait facilité toutes les démarches, émue de voir comment Théo s'était transformé. Il faisait encore parfois des cauchemars, mais il se réveillait désormais en sachant que Laura serait là pour le prendre dans ses bras. La thérapie aidait, et semaine après semaine, le garçon apprenait que tous les adultes ne partaient pas, que tous ne mentaient pas. Le jugement de Valentina fut rapide et dévastateur. Les enregistrements trouvés sur la clé USB révélèrent un réseau de corruption plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Juges corrompus, fonctionnaires achetés, toute une structure mise en place pour faire disparaître des enfants et voler des fortunes. Valentina reçut 45 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Roberto Fonseca écopa de 38 ans. 12 autres complices furent également condamnés. Mais l'histoire de Théo eut un impact encore plus grand. Les enquêtes conduisirent à la découverte de 5 autres enfants qui avaient été cachés ou déclarés morts à tort. 3 d'entre eux étaient encore vivants, abandonnés dans des situations similaires à celles de Théo. Lorsque les médias révélèrent l'affaire, des familles qui avaient abandonné l'espoir de retrouver leurs enfants disparus retrouvèrent la foi. L'une de ces enfants était une fillette de 7 ans nommée Alice, retrouvée vivant dans les rues d'une ville voisine. Elle avait été déclarée morte dans un incendie fabriqué, mais elle était en réalité en vie, ayant échappé aux criminels qui la retenaient prisonnière. Les retrouvailles d'Alice avec sa grand-mère furent diffusées en direct à la télévision, et il n'y eut pas un seul œil sec dans tout le pays. Daniel regardait Théo jouer dans le jardin et n'arrivait toujours pas à croire à quel point tout avait changé. Ils étaient allés rénover une vieille maison et avaient trouvé un fils. La vie avait des manières étranges de fonctionner. Il pensa aux parents de Théo, se demandant s'ils pouvaient, de quelque part, voir que leur fils était en sécurité, aimé, avec une nouvelle chance de bonheur. Laura termina de préparer le gâteau d'anniversaire. Théo allait avoir 6 ans la semaine suivante, et ce serait sa toute première fête d'anniversaire. Elle avait invité la moitié du quartier, y compris Elena, le détective Matos, et même quelques enfants sauvés grâce au courage de Théo d'avoir raconté son histoire. Cette nuit-là, après que Pedro et Théo furent couchés, Laura et Daniel s'assirent sur la véranda en prenant le thé. Le silence était confortable, seulement rempli du chant des grillons et de la brise douce. Daniel prit la main de son épouse et la serra doucement. Ils avaient appris quelque chose de fondamental au cours de ce parcours. Le mal existe, sans aucun doute, personnifié par des gens comme Valentina qui mettent l'argent au-dessus de la vie d'innocents. Mais le bien existe aussi, et il se manifeste parfois de manière inattendue. Il apparaît dans le courage d'un garçon de 5 ans qui a survécu seul pendant des mois. Il apparaît dans la bonté d'inconnus qui auraient pu détourner le regard mais ont choisi de se soucier. Il apparaît dans la justice qui, bien que lente, finit par atteindre ceux qui le méritent. L'héritage des parents de Théo fut placé dans un fonds fiduciaire qu'il ne pourrait accéder qu'à 21 ans. D'ici là, Laura et Daniel prendraient soin de lui avec leurs propres moyens, sans jamais toucher à l'argent qui lui revenait de droit. Ils ne le voulaient pas pour l'intérêt financier. Ils le voulaient parce que l'amour ne se choisit pas, l'amour arrive simplement. Théo commença à aller à l'école et devint rapidement populaire parmi ses camarades. Pedro s'assurait que personne ne l'embête, agissant comme un grand frère protecteur. Les enseignants commentaient combien le garçon était intelligent et résilient, admirant sa capacité à surmonter tout ce qu'il avait vécu. Parfois, quand Théo avait une mauvaise journée, Laura l'emmenait de nouveau dans cette vieille maison. Pas pour revivre le traumatisme, mais pour lui montrer combien il avait progressé. La maison était maintenant rénovée, peinte en jaune clair avec des fenêtres blanches. Une autre famille y vivait, une famille heureuse qui remplissait le lieu de rire. Théo regardait la maison et se souvenait du garçon effrayé caché dans le placard sous l'escalier. Mais ce garçon n'existait plus. Il s'était transformé en quelqu'un de plus fort, de plus courageux. Il avait survécu au pire que l'humanité pouvait offrir et en était sorti capable d'aimer, capable de faire confiance. Laura s'agenouillait à côté de lui et demandait si tout allait bien. Théo répondait toujours que oui, qu'il se souvenait seulement. Se souvenant pour ne jamais oublier d'où il venait, mais aussi pour célébrer jusqu'où il était arrivé. L'histoire de Théo nous enseigne que la bonté peut fleurir même dans les endroits les plus sombres. Qu'un seul choix de se soucier peut tout changer. Que les enfants sont résilients au-delà de notre compréhension, mais ont besoin d'adultes qui se battent pour eux. Et que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour inconditionnel que nous choisissons d'offrir. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Partagez-la pour que davantage de personnes puissent découvrir des histoires d'espoir et de résilience comme celle de Théo.